On repart avec les retraites. Nicolas, donc nouvelle étude de l'Institut Molinari. On va voir la une, voilà, le chiffre assez impressionnant que tu donnes autour donc, de ce qu'on peut appeler le hors-bilan de l'État. C'est-à-dire pour toi, il y a 33 milliards d'euros par an, hein, c'est bien ça, hein, par an. Ouais. 33 milliards d'euros par an qui ne rentrent en fait dans aucune comptabilité, c'est ce que tu dis. Ça rentre dans la dette. Ça rentre dans la dette, ça c'est sûr, mais aucune comptabilité publique n'en tient compte. Aucune comptabilité publique. Quand on regarde les comptes de l'État, on ne le voit pas. On voit une sorte de compte d'affectation spéciale et qui est en fait totalement subventionné par l'État. Après, dans la comptabilité de l'État, on voit 2000 milliards de promesses au titre des retraites des fonctionnaires. C'est 105% du PIB, mais personne n'en parle. Voilà. Et puis vous avez le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui depuis 20 ans dit que les retraites sont quasiment à l'équilibre, mais qui depuis 20 ans n'a jamais regardé les retraites des fonctionnaires, parce qu'en 2001, il a dit « Ah ben les fonctionnaires, c'est pas la répartition », ce qui techniquement est vrai, les fonctionnaires, ils relèvent du budget, ça date de 1853, et donc le COR dit « Ben non, comme c'est le budget, ça doit être équilibré, un budget ça devrait être équilibré », donc on considère qu'il y a zéro déficit dans l'État au titre des retraites. Alors ça, c'est catastrophique parce qu'en fait, Ça me semble dingue. Oui. Et d'ailleurs, la méthode est Cyril, tu valides Moi, alors, totalement, j'avoue que je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais à l'époque du rapport Pébro en 2000... Tout à fait. 2008 2006 ou 2007. 2007. Ce qui avait fait, moi, qui m'avait beaucoup marqué, et d'ailleurs qui avait permis de faire des gros chiffres, c'était les engagements hors bilan de l'État. Hein. Il y avait 1000 milliards d'euros de dettes officielles OAT classiques et 1000 milliards hors bilan. Il avait sorti ce truc-là. Alors, on en avait un peu parlé pendant quelques mois, et puis après, effectivement, ça a disparu. Donc, maintenant, c'est 2000 milliards, c'est ça. Bon, voilà. Donc, ce qui est effrayant, parce qu'on considère que c'est pas la dette, mais c'est de la dette future, que c'est une charge qu'il va falloir assumer. Alors après, il peut y avoir des débats comptables, mais le fait est que c'est un engagement que l'État a vis-à-vis de personnes qu'il doit honorer. Nicolas, on n'en connaît pas les contours de la réforme. D'abord, juste petit tour de table rapide, mais il a raison de passer à la hussarde. Cyril, amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, on y va. Tout ce qui a été discuté, donc perdons plus de temps, on fonce. Oui ou non Oui, mais enfin, en même temps, non. Ah oui. Si, non, mais de toute façon, moi, cette réforme, ça fait tellement longtemps que Emmanuel Macron faut la faire. J'arrive pas à croire qu'il va la faire, donc il n'a pas le choix, il faut y aller en force, oui. Après, le choix d'un amendement pour le PLFSS, je pense que c'est un peu dangereux d'un point de vue, paradoxalement pas politique, mais d'un point de vue juridique. Mais en dehors de ça, oui, il a raison. Mais sur après, les dégâts en termes politiques, enfin, je pense que... C'est quand même... Enfin, j'ai vu ça, mais c'est quand même... Enfin, si la réforme des retraites, c'est pas du financement de sécurité sociale, je vois pas ce que ça peut être. Sauf qu'il nous avait dit pendant des années que sa réforme ne serait pas paramétrique. Mais encore une fois, oui, mais plutôt pour, donc il n'y a pas de sujet, mais c'est plus... donc il va la faire paramétrique, un risque, voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais il prend un petit risque juridique quand même. Bon, d'accord. Quand même... Nicolas, risque juridique ? J'ai envie de dire, si tu passes en force, tu dois passer en force pour un truc fondamental. Et là, la réforme qu'on va faire, on va travailler un petit peu plus, elle résoudra qu'une partie des problèmes. Parce que le problème, c'est pas qu'on vit plus longtemps à la retraite. Ça, c'est une accessoire, c'est une anecdote. Le problème, c'est la démographie. Dans les années 90, il y avait 2,8 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,8. Donc, il manque quelqu'un qui va travailler 42 ans. Alors, on va travailler 1 ou 2 ans de plus. Mais ça ne va pas remplacer la démographie qui est manquante. Le carburant de la répartition, c'est les gens. Et les gens ne sont plus là. Notre ratio démographique n'est plus bon. Il s'agit bien sûr de contrebalancer en plus l'augmentation de l'espérance de vie à la retraite. Donc ça, en bougeant le curseur, on va le corriger. Mais les déficits, on va les garder. En fait, on fait pas la vraie réforme. On fait la réforme cosmétique, on fait la réforme de façade. Mais il faut aussi faire évoluer le moteur de financement. Quand on a plus... Oui, donc là, toi, tu rentres dans ton autre grand sujet, c'est la capitalisation. Mais c'est lié. Oui, en fait, Macron, là, propose une réforme. Dans 3 ans, il faut en faire une autre. Et donc, il sera passé en force, il aura braqué tout le monde. Et on n'aura pas l'évolution du débat intelligente. Ouais, non, mais j'entends. Tu nous avais décrit tout ça. Moi, je me dis qu'il faut quand même y aller. Bien sûr. Là, tu as rappelé les chiffres de cotisants. Ouais. 1,6 ou 7 aujourd'hui. Ouais. C'était 2 pour un retraité en 2004 et 2,8 il y a 30 ans. Ouais. Et si on va devant, c'est 1 pour 1 en 2070. Et c'est ça le problème. 1 pour 1. Sachant que par ailleurs, et j'ai regardé dans la fonction publique, c'est factuel, il y a 0,9 cotisants pour... Un retraité.
à retraiter. Oui, d'où c'est 2000 Donc, milliards. voilà, les 33 milliards hors bilan, après ils sont dans la dette quand même. Hein, mais bon. Et effectivement, je ne peux que partager ton avis. Je ne connais pas le problème en détail, mais il faut quelque chose de fondamental. C'est pas... Mais entre rien faire et fondamental, la rustine de 2-3 ans, il faut quand même la faire. Parce que tout ce que l'on dit là, Emmanuel Macron, il le sait par cœur. Mais il se dit jusqu'où je peux aller. Il va y avoir des remous, mais il faut quand même faire quelque chose. Pour équilibrer la fonction publique, il faudrait que les fonctionnaires travaillent jusqu'à 72 ans. Heureusement, personne n'en parle. Bon, ça, oui, mais ça, là, par contre, 72 ans. Là, je suis pas pour, là. Mais oui, mais personne n'est Ce qui est quand même fou, il faut changer le modèle. L'économiste Jérôme Mathis, qui est prof en université, nous a dit l'autre jour, moi, sur ma feuille de paye, l'État donne plus au régime de retraite que moi en salaire. Mais bien sûr. Et déjà, ils cotisent énormément, ces fonctionnaires. C'est ça qui est fou. Sur les fiches de paie de fonctionnaires civils, il y a 85% du traitement indiciaire en cotisation retraite. Sur un militaire, c'est 135%. Et on ne peut pas comprendre le problème des finances publiques depuis 1980 si on oublie le vieillissement. En fait, nos comptes publics étaient à l'équilibre quand il y avait encore beaucoup d'actifs pour un retraité. Comme l'État n'a rien provisionné, mécaniquement, depuis le contre-choc du baby-boom, il est en déficit. L'essentiel, 30% des déficits de l'État, c'est de la retraite. 28% du budget de l'éducation nationale, c'est de la retraite. En fait, si on ne résout pas ce problème-là, on ne résorbera jamais nos déficits. Et c'est pas donc d'accélérer la réforme Touraine, globalement, hein, c'est ça qui pourrait se dessiner, avec une petite borne d'âge. J'ai même entendu 63 ans, moi, maintenant. Donc voilà, c'est vraiment la toute petite borne d'âge qui va régler le truc. La vraie chose, parce qu'en plus, il y a deux problèmes en matière de retraite qui sont radicalement différents. Il n'y a pas de problème dans le privé. Quand vous regardez l'Agirc Arrco, ils sont à l'équilibre. Ouais. Ils n'ont jamais fait de déficit depuis leur création. Ils ont des points, ils ont des réserves. Le problème de cette retraite privée très bien gérée, c'est la baisse du taux de remplacement. Parce que l'Agirc Arrco redistribue ce qu'elle collecte. Si elle collecte moins, elle distribue moins. Ouais. Et donc le problème vu de l'Agirc Arrco, c'est de compenser cette baisse, et donc c'est de faire monter en puissance une capitalisation collective. Ça, c'est le problème de l'Agirc Arrco. Le problème de l'État, il est radicalement différent. L'État, il fonctionne en prestation définie. Il a promis quelque chose, il n'a rien mis de côté. Donc il a deux choix. C'est le choix Macron façon 2020. Je change ma promesse, j'arrête de faire une promesse différente, j'aligne mes fonctionnaires sur le secteur privé. Ça n'a pas marché. Alors là, il va reculer un peu l'âge, mais globalement, ça n'a pas marché. Et il a cette démographie qui est très dégradée. Et il y a l'autre choix qui n'est pas dans le débat public aujourd'hui, c'est dire, ben voilà, si je fais une promesse différente, je commence à provisionner. Dans le secteur privé, quand vous êtes employeur privé, que vous faites une promesse différente en matière de retraite, vous provisionnez votre différence. Et comme ça, elle ne se reporte pas sur vos comptes. Mais en plus, Nicolas, ça va encore plus loin que ça, parce qu'il nous dit qu'il va dégager des marges de manœuvre financières avec sa réforme. C'est-à-dire, toi, tu nous dis, on est 10 mètres en dessous du seuil de flottaison. Lui dit, non, on va dégager des marges de manœuvre financières et je vais discuter avec les syndicats de l'emploi de ces marges de manœuvre financières. Tout à fait. Où on en est. C'est vrai que travailler plus longtemps, ça améliore tout. Ça réduit le déficit de l'État en termes d'employeurs, parce que l'État n'a rien fait pour ses retraites. Ça améliore les recettes des régimes de retraite. Ça améliore les recettes de l'assurance maladie. Ça améliore toute une série de recettes. Donc, il a raison de dire que ça va dégager des marges de manœuvre. Là où il a tort, c'est que le problème est tellement abyssal, il manque 30 milliards par an en ce moment, que ces marges de manœuvre, s'il commence à les redistribuer, il fait un coup pour rien. C'est des chiffres assez effrayants, mais bon. Spectaculaire. J'ajoute juste que le 10 ans français a dépassé les 2,5%. Voilà, pour revenir à notre sujet Banque centrale. Non, encore une fois, il faut la faire, cette réforme, c'est sûr, mais c'est pas la plus importante, à mon avis, à faire en France aujourd'hui, paradoxalement. Dans l'urgence absolue. C'est-à-dire ? Moi, j'aimerais voir une vraie réforme de la formation professionnelle pour résoudre un des graves problèmes auxquels on va être confronté, qui est celui de la non-adéquation des salariés, la difficulté de recrutement des salariés, des secteurs qui ne peuvent plus progresser. Elle n'est pas faite, cette réforme-là ? Non, mais il y a ça pourrait faire l'objet d'une émission entière sur comment la réforme de l'apprentissage, ce qui se passe dans les dispositifs de validation des acquis. Non, mais vas-y, donne-nous 2-3 éléments, parce que moi, je suis absolument persuadé qu'elle est faite, cette réforme, que la possibilité donnée par Muriel Pénicaud aux entreprises de monter
elles-mêmes leur centre de formation d'apprentis, c'est ça, hein, Oui. Cyril, Oui. avec des formations qui sont validées, et qui donnent droit ensuite à des carrières qui sont des carrières. Un exemple, il faut avoir pour valider des acquis de l'expérience, il faut avoir des jurys, parce que souvent, ça dépend des types de diplômes, mais si vous avez des diplômes d'État, soi-disant d'État, dans le secteur de la santé par exemple, il faut des validations par des jurys. Bon, dans le secteur des aides-soignants, par exemple, il n'y a que 3 jurys par an qui délivrent 60 à peu près dans la journée, qui se réunissent 3 jours par an pour délivrer à peu près une soixantaine d'examens, quoi. Donc c'est pas grand-chose à l'échelle des dizaines de milliers. Mais pourquoi ils valident individu par individu? Oui. Donc voilà, donc effectivement, il y a énormément de choses à faire. Alors que des aides-soignants, il y en a besoin de milliers, quoi. Je pense cette réforme-là, et effectivement, c'est très bien d'avoir des gens qui travaillent plus longtemps, mais d'abord, il faut aussi avoir des gens qui travaillent, mais c'est autre chose. Aymeric? Oui, il faut travailler plus longtemps, mais on peut pas non plus repousser on peut repousser d'1 an, 2 ans, 72 ans, il dit. Non. Je suis pas avocat de ça. Je dis juste qu'il faudrait capitaliser si on veut pas arriver à ça. Mais à un moment, d'autres choses à faire tu avant. fais la vérité des chiffres et après tu discutes. Mais il faut commencer par faire la vérité des chiffres. C'est là où je te soutiens totalement. Ah oui. Après, tu peux débattre. Bien sûr. Mais d'abord, il faut faire la vérité. Comme pour le. Tout ça est extrêmement complexe et pour arriver à résoudre l'équation, il faut agir sur beaucoup d'aspects. Travailler plus longtemps, oui. Moi, je dirais surtout travailler un peu plus. Avoir un peu plus de quantité de travail. Oui. C'est le grand but d'Emmanuel Macron. Oui, je veux dire 35 heures, ça va pas, quoi. Il y a un moment donné, il n'y a pas de miracle. Donc il faut travailler un petit peu plus, il faut réfléchir. Alors, on ne va pas d'un trait de plume dire il y a trop de fonctionnaires, pas assez de fonctionnaires. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de ci et de ça. Et il y a 3 000 milliards de dettes. Et voilà. Je viens de résumer. Exactement. Donc, je pense le point de départ, au-delà de dire on va bosser jusqu'à 62, 63, c'est un problème de compétitivité globale. Il faut accepter de faire un certain nombre de changements. Mais est-ce qu'on est capable de le faire en France? Je ne sais pas. À la fois en termes de temps de travail, en termes de cotisation. Sur le temps de travail, tu sais, Aymeric, parce que le truc est quand même revenu régulièrement et maintenant, je sais pas, à chaque fois que le truc est revenu sur la table, à un moment, les chefs d'entreprise, Cyril, tu étais encore journaliste à ce moment-là, les chefs d'entreprise disent écoutez, arrêtez avec les 35 heures, c'est bon, plus personne bosse 35 heures, tout le monde bosse plus, on a nos systèmes pour contourner tout ça, nous remettez pas dans des négociations à n'en plus finir, laissez-nous bosser. Oui, non, vraiment, du côté des... Ceux qui bossent plus de 35 heures, oui, c'est les artisans, c'est les personnes dans les petites entreprises. C'est les grandes entreprises. C'est les... Ouais, et tu te retrouves en fait avec un système qui est globalement... tiens, tu parlais de Volkswagen, c'est 32 heures par semaine, parce qu'ils peuvent se le permettre. Et donc, les grandes entreprises donnent de la flexibilité à leurs salariés, les PME, les ETI, moins. En face, tu as des heures supplémentaires défiscalisées. Enfin, tu vois... Mais en revanche, sur la durée de vie au travail, je crois que c'est là-dessus qui commence, comme le dit Cyril, avec l'apprentissage, la formation, et qui continue avec l'idée qu'on essaye de garder les seniors un peu plus longtemps au boulot, quoi. Ce qui est moins vrai dans ton secteur. Il y a moins de... Il y a moins de... Il y a moins de précarité liée à l'âge, au contraire, on gagne de l'expérience, non? Oui, Warren Buffett, il a 12 ou 13 ans, il travaille très bien. Voilà. Un truc à rajouter encore sur ce sujet des retraites, Nicolas? Là, je parlais debout, parce qu'en fait, quand on s'est félicité du taux d'emploi à 68%, s'il est remonté, c'est 2 facteurs. Il y a plus d'apprentissage, et il y a la loi Touraine, ce qui fait qu'on travaille plus longtemps. Ouais. Pour conclure sur les retraites, la vraie réforme structurelle, c'est que l'État prenne sa responsabilité en tant qu'employeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'embêter tout le monde à dire je vais faire une réforme générale pour le public et le privé, qui se mettent autour de la table avec ces organisations syndicales et qui décident ce qu'il fait. Maintenant, on embauche des fonctionnaires sous statut de droit privé en termes de retraite. C'est ce qui se fait à la sécurité sociale. Vous bossez à la sécurité sociale, vous êtes en droit privé. Ou sinon, on continue avec des avantages, mais on les provisionne. Ouais. Et que dans le secteur privé, on généralise la capitalisation collective. Les fonds de pension, ça marche très bien en France. Le plus gros fonds de pension, c'est celui des fonctionnaires, l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique. Il dégage 5,6% de rendement depuis sa création. Tout le monde au board, la CGT, la CFDT, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Ouais, c'est le paradoxe. Ça fonctionne super bien. Ouais. À la Banque de France, ça fonctionne super bien. Au Sénat, ça fonctionne super bien. Dans le privé, il y en a un peu, notamment, moi j'aime beaucoup la Mais tu CGT sais, des pharmaciens. Nicolas, on en avait déjà parlé ensemble.
les montants à rassembler pour que cette capitalisation ressemble à quelque chose sont tellement importants, et on n'a pas du tout commencé pour le privé, que oui, mais les pharmaciens, avant que ce soit efficace, en 10 ans, ils l'ont généralisé, les pharmaciens l'ont généralisé en 2009, on est en 2022, ça paye aujourd'hui 50% de leur retraite. Alors, comment ils ont fait? Certains avaient commencé avant, sous une forme facultative, mais c'est relativement rapide. Quand on s'y met et en collectif, ça a une force incroyable. Si vous vous mettez à épargner de façon individuelle, vous allez acheter un produit individuel, il y a plus de marge pour la personne qui vous l'a vendu, c'est normal, il y a un acte de vente qu'il faut rémunérer. Si vous allez dans un produit fonds de pension collectif, vous avez beaucoup, beaucoup moins de frais de gestion, parce que la négociation, elle est collective. Ça, c'est clair. Elle est faite au nom de dizaines, voire de centaines, voire de millions de bénéficiaires. Ah bah oui, ce sera des millions de bénéficiaires, et donc, 26 millions de bénéficiaires. Au lieu d'avoir sur le fruit de votre épargne un tiers pour l'État, un tiers pour le distributeur et un tiers pour vous, ben là, vous avez au minimum 2 tiers du rendement, et donc vous avez des épargnes qui montent en puissance beaucoup plus vite. Le collectif est important, on ne doit pas le laisser devenir peau de chagrin en France. Moi je suis d'obédience libérale, mais je ne suis pas pour le sauve-qui-peut de certains qui ont réussi à épargner parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème, et puis on laisse la masse dans une sorte de répartition qui est de moins en moins satisfaisante, qui coûte très cher et qui verse moins parce que la démographie n'est plus là. Ce n'est pas acceptable. Il nous reste 10 minutes. Un mot du choc électrique quand même, parce que j'ai mis du temps à comprendre, je dois vous avouer, je vais essayer d'aller assez vite, mais il y aura une nouvelle réunion le 30 septembre des ministres de l'énergie de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on se gratte la tête à savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler cette histoire de blocage du prix du gaz. Non pas bloquer le prix du gaz à l'achat, parce qu'à ce moment-là, Poutine coupe mais bloquer le prix des mégawattheures qui sortent des centrales à gaz. Le problème, pour le faire assez court, c'est que les Allemands font beaucoup d'électricité avec des centrales à gaz. Ils payent assez cher pour que ça ne coûte pas trop cher à leurs entreprises. Nous, on en fait très très peu. Et donc, ça reviendrait pour les Allemands, qu'on le veuille ou non, à subventionner l'industrie française si jamais ils acceptaient ce mécanisme. Donc, c'est un peu là-dessus que... C'est un peu complexe. C'est un peu là-dessus que ça va discuter le 30 septembre, mais c'est vrai que j'entends Roux de Bézieux qui dit « Mais bon Dieu, on perd du temps, les entreprises sont en train de renégocier leur contrat pluriannuel de couverture, etc. et tout, et c'est x10. Simplement, tu vois pas où est la solution, quoi. Voilà. Vu l'état, encore une fois, de notre parc nucléaire. Voilà. Vous avez un... truc là-dessus, un commentaire, Aymeric, sur le... Tu l'as dit, il n'y a pas de solution à court terme. Il n'y a pas de solution. On peut faire ce qu'on veut, on peut subventionner donc la EDF qui perd, je ne sais pas combien, 30 milliards par an. 29 milliards sur cette histoire, je l'ai dit hier. On aurait dû être le Koweït de cette crise électrique. On aurait dû ramener les 30 milliards qui nous manquent chaque année pour les... C'est incroyable. Je pense qu'à court terme, il n'y a pas. Enfin, c'est pas je pense. C'est qu'il n'y a pas de solution magique. Les investissements dans ce domaine-là, c'est au plus court 4-5 ans. Je dis 4-5 ans parce que c'est quoi? C'est le temps, par exemple, de construire un méthanier, un terminal gazier pour augmenter de manière significative les approvisionnements du Qatar, par exemple. Mais on ne peut pas dire on veut plus de gaz du Qatar. Alors si, on peut un peu jouer à la marge, mais... Donc ça, c'est le minimum. Et puis après, il y a le oui, mais le même temps là, des décennies. J'insiste, tu ne règles pas le problème, parce que c'est les Allemands qui ont besoin du gaz. Et les Allemands, ensuite, ne veulent pas nous renvoyer l'électricité à prix capé, parce que c'est eux qui payent. C'est normal. Ils nous subventionnent. J'en sais rien si c'est normal. Si, c'est normal. Ah oui, alors ça veut dire... Si c'était l'inverse. Une fois encore, ça veut dire que... Voilà. Déjà, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur des sujets, mais on ne peut pas demander aux Allemands ou aux Espagnols de payer pour l'industrie française. Ah non, les Espagnols, si on demandait l'inverse. Juste un mot, les Espagnols, eux, ils peuvent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interconnexion. Donc justement, les Espagnols, finalement, ne payent que pour leur propre énergie. Alors que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, c'est totalement interconnecté. Donc celui qui paye pour la facture de gaz, il paye pour toute l'Europe. Je pense qu'on a vu en France une tension maximale avec c'est pas la guéguerre, c'est pas le mot, mais entre Lévy et Macron. Ouais. Lévy disant c'est à cause de l'État, ce qui est quand même un peu limite. Si les centrales ne sont pas entretenues, c'est pas à cause de l'État qui a dit arrêter d'entretenir les centrales. Et je pense que cet hiver, on aura quelques bonnes surprises sur la remise en marche de certaines centrales, je pense. Ouais. Alors moi j'ai des signaux complètement inverses.
On verra. Vas-y, Cyril. Non, beaucoup de spécialistes de l'énergie de l'intérieur, on va dire, disent on n'est pas du tout certain que EDF arrive à relancer ses centrales. Je reviens à mon petit sujet, problème de formation professionnelle. On n'a plus les compétences. Attends, c'est ça qui a, je sais pas. Je sais C'est pas l'étincelle du truc. Jean-Bernard Lévy dit pourquoi on n'a plus les compétences? Parce qu'on a une loi de programmation pluriannuelle toujours en vigueur qui nous dit qu'on doit fermer 14 réacteurs. On ne va pas se mettre à former des soudeurs alors qu'on nous dit qu'on n'en aura plus besoin dans 10 ans. Pour le coup, c'est une gestion parfaitement saine de l'entreprise EDF. Enfin, là où il est, moi, je suis un défenseur intransigeant de Lévy. EDF est un peu responsable quand même, c'est que pendant le Covid et autres, je pense que beaucoup ont un petit peu arrêté de s'intéresser à la formation. Enfin, ils n'ont pas fait d'entraînement, des choses comme ça. Mais non, mais ils ont pris du retard. Cyril, personne ne pouvait anticiper l'histoire de la corrosion sous contrainte. C'est ça le choc, il est là, il n'est pas ailleurs. Tout le reste, que effectivement, le plan d'entretien des centrales. Et donc, c'est pas la faute de l'État. C'est pas l'État qui a dit. C'est quand même la responsabilité d'un exploitant d'assurer l'existant et d'assurer la maintenance de ces réacteurs. Et effectivement, s'il y a eu des éléments, comme tu viens de le citer, c'est pas. Faut pas chercher un responsable qui serait l'État ou le régulateur. Enfin, attends, Émeric. La corrosion, c'est pas Émeric, tu construis des voitures, ok? Et l'État décide à un moment de dire bon, on va commencer à fermer les usines de voitures. Et on va fermer Fessenheim. Toi, tu es chef d'entreprise, tu vas investir massivement? C'est ton actionnaire. Hein. Alors, ce que j'entends aussi, c'est on revient au problème, c'est que le temps industriel, c'est pas le même que le temps politique. Encore plus. Et dans 5 ans, on peut changer Or, le gouvernement actuel, il a quand même... Alors, c'est vrai qu'il a donné des signaux un peu contradictoires. Mais c'est pas un peu contradictoire. J'en conviens. Mais enfin, c'est une centrale sur 56, ça, c'est pas le fond du problème. Non, c'est dingue. Non, mais si, c'est pas le fond du problème. Non, le fond du problème, c'est de se dire, sur les 50 ans qui viennent en France, est-ce qu'on va développer la filière, enfin, développer, au moins maintenir, parce que je parle de développer, mais la production, vous le savez, la production électrique EDF cette année, c'est un tiers de moins que le pic d'il y a 8 ans. Un tiers en moins. Donc, c'est pas de dire de relancer, c'est est-ce qu'on maintient sur les 50 ans qui viennent la part du nucléaire dans le mix énergétique français? Et sur ce plan, ce que j'entends, en tout cas du gouvernement actuel, c'est que la réponse est plutôt oui. Et alors pourquoi il ne change pas la loi? C'est pas compliqué quand même, non? Peut-être qu'il faut changer la loi. Ça fait un moment qu'il le dit. Je pense que les dirigeants actuels ne sont pas contre le nucléaire, ou alors j'ai manqué un... Mais oui, mais t'es chef d'entreprise, tu peux pas gérer ta boîte comme ça. Parce que derrière, comme tu le dis, c'est des dizaines de milliards d'investissements. Et en plus, l'État te pique 10 milliards d'EBITDA, tu vois, pour que tu puisses continuer à bien entretenir ton parc nucléaire. Franchement. Ah mais c'est la pire situation, être à la tête d'une entreprise publique, on a l'État qui est le pire des actionnaires, parce que certains passent leur temps à critiquer les actionnaires qui dépourraient les entreprises. Mais là, on avait fait une émission sur l'État actionnaire, c'est factuel. Il y a 2 lois de programmation à changer. Et il y a celle du nucléaire, bien sûr, qui n'a pas changé, le discours a changé, mais une politique publique, ça ne vit pas que d'affichage, il faut des faits. Et il y a celle des militaires. Parce que, quand même, pareil, les militaires, la loi de programmation qui a été faite, elle est les dividendes de la paix. On sait maintenant. Ça non plus, ça n'a pas changé encore. Ah non, c'est un peu plus compliqué à changer qu'annuler la. Oui, mais quand même, c'est fondamental. Parce que si tu veux envoyer un signal aux opérateurs, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. On parle de technique, le nucléaire, pour faire une centrale, c'est 15 ans. Entre la réflexion initiale et la livraison, et quand tout va bien. Et pareil dans le militaire. Si tu veux maintenir la capacité technique à faire, et il faut que tes opérateurs aient une visibilité sur leurs commandes. Aujourd'hui, par exemple, on aimerait donner des chars Leclerc, mais on n'a plus de chaîne de production. Pourquoi? Parce que l'État, à un moment donné, il s'est dit, j'ai un problème, je veux un prestataire, et puis après, il s'en fout de sa survie. Une fois qu'il a acheté sa petite série avec peu de pièces détachées, le prestataire, il peut couler. C'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on gère une économie. Alors moi, un mot, Cyril, ce sera le mot de la fin. S'il y a bien un endroit où j'aimerais être aujourd'hui, c'est Petite Souris, dans le bureau du patron de l'APE, du nouveau directeur général de l'APE. Agence des participations de l'État. En train de faire passer les entretiens d'embauche, entre guillemets, pour le futur patron d'EDF. Ça doit être très drôle, ça. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, je vais finir là-dessus. Le job est mort. Je vois pas. Enfin, c'est complètement schizophrénique. Je vais finir là-dessus pour les chefs d'entreprise qui s'interrogent sur mais pourquoi il ne se passe rien sur la facture d'électricité. L'une des solutions pourrait être d'augmenter cette fameuse ARENH, accès à l'électricité nucléaire à prix capé. Sauf que comme tu es sur une opération de renationalisation, l'État a peur que s'il fait ça, il se fasse attaquer par les actionnaires minoritaires d'EDF qui accuseraient l'État de vouloir artificiellement faire baisser le prix de l'action. Non mais c'est... Tout est coincé.
Merci, chers amis. En tout cas, il fallait pas coter EDF en bourse. Ça. C'est pas des métiers. Et pourtant, ça a été première capitalisation du CAC. Hein, Absolument. Christophe de Margerie, patron de Total, était furieux d'ailleurs quand EDF lui était passé devant. J'ai oublié ça. Absolument. Demain, Aurélie Planex, évidemment. Et puis nous, on se retrouve lundi pour d'autres débats. Bonne soirée à vous.